Économie, le MAC sur i24 News. Bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, le coup d'envoi du très attendu programme d'achat de dette de la BCE. 50 milliards d'euros injectés chaque mois et pendant 1 an et demi minimum. Alors quel impact sur l'inflation et la croissance? Mario Draghi joue-t-il son dernier joker? Ben Amoyal nous répondra. Et puis l'état des lieux de l'économie israélienne. À une semaine de législatives indécises, les voyants sont au vert. Croissance, emploi, investissement. On est nettement au-dessus des standards actuels de l'Occident. Pourtant, de nombreux Israéliens sont mécontents de leur quotidien et ils l'ont fait savoir samedi soir dans les rues de Tel Aviv. Le point tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant cela, bien sûr, l'actu économique internationale en bref, avec les chiffres d'abord du stress stratégique commerce extérieur allemand. Après une année 2014 record, l'excédent commercial s'est contracté en janvier, 19,7 milliards d'euros contre 21,6 un mois plus tôt. Dans le détail, les exportations reculent de 2,1% à 96 milliards, moins 0,3% pour les importations. C'est ce lundi que l'Eurogroupe examine à Bruxelles les propositions de réforme du gouvernement grec qui souhaite obtenir de nouveaux financements. Athènes, au bord du précipice financier, promet notamment de réformer sa fiscalité et en cas de rejet de son plan par les Européens, le ministre grec des Finances menace de recourir à des élections ou même à un référendum qui pourrait, selon certains, au final peser sur le maintien ou non de son pays dans la zone euro. Et en Asie, le Japon, troisième économie mondiale, a signé au 4e trimestre l'an dernier sa sortie de récession, plus 0,4% pour le PIB, plus 1,5% en rythme annuel, mais c'est en dessous des attentes. Et sur l'ensemble de l'année 2014, Tokyo affiche une croissance nulle. Le relèvement de la TVA en avril dernier aura plombé l'indispensable consommation des ménages. Au Brésil, Dilma Rousseff tente de naviguer dans la tempête. Croissance à l'arrêt et même récession attendue cette année. Destruction d'emplois aussi sans précédent depuis 6 ans en janvier. L'inflation également 7,7% sur un an, c'est du jamais vu depuis 10 ans. Et à cela s'ajoute une sécheresse historique avec des coupures d'eau et d'électricité. Et bien sûr le scandale de corruption Petrobras. Malgré tout, la présidente demande à ses compatriotes d'accepter ces politiques d'austérité. Des sacrifices, dit-elle, temporaires. La crise a eu de graves répercussions, y compris aux États-Unis, en Europe et au Japon. Et même en Chine. Certains pays parviennent à récupérer plus rapidement. Le Brésil, qui a très bien réagi en début de crise, pose les bases d'un nouvel élan pour son développement. Nous avons tout pour surmonter ces problèmes temporaires, mais cette victoire sera encore plus rapide si nous sommes unis. Et puis les images du décollage de Solar Impulse 2, l'avion révolutionnaire 100% solaire. Il est parti, vous le voyez ce matin, d'Abu Dhabi pour un tour du monde en 12 étapes. Objectif, promouvoir les technologies propres, 2,5 tonnes, 72 mètres d'envergure et 100 millions de dollars d'investissement. Un point rapide sur la bourse de Paris, plus 58% pour le titre PSA depuis janvier. Et un retour, ce sera le 23 mars au sein de l'indice phare, le CAC 40, en lieu et place de Gemalto, spécialiste de la sécurité numérique. Bonjour Eric Lewin, l'industrie plutôt que les technologies, est-ce que ça va vraiment dans le sens de l'histoire ? Oui David, alors en décidant de remodeler le CAC 40 et de remplacer Gemalto par Peugeot, les autorités parisiennes apportent quand même un signal assez mauvais. Tout simplement parce qu'ils enlèvent une valeur technologique qui est le leader mondial de la sécurité numérique pour le remplacer par une valeur automobile. Cela veut dire que maintenant, dans le prestigieux CAC 40, il n'y a plus que 8% des sociétés présentes dans les nouvelles technologies. Et encore, je compte dedans les valeurs de la téléphonie comme Bouygues ou encore comme Orange. Alors ça envoie un signal très négatif parce que cela veut dire que finalement, les autorités parisiennes n'ont pas tellement d'intérêt à intégrer des valeurs technologiques. Peut-être eût-il fallu mettre une société comme Numéricable SFR, ou encore peut-être Ingenico, ou encore peut-être Iliad. Cela encourage sans doute les entreprises à ne pas se coter à Paris. Vous vous rappelez que récemment, Criteo, le spécialiste du ciblage, avait été se coter à New York. Alors, pour moi, c'est quand même une faute des autorités boursières françaises. Il ne faut pas surtout négliger la nouvelle technologie. Ouais, tendance inverse aux États-Unis, puisque justement Apple, symbole s'il en est de la high-tech, va faire son entrée au Dow Jones. Ce sera mercredi prochain. Merci Eric. Et on en vient à cette journée historique, peut-être pour la zone euro, après la Fed ou la Banque du Japon ces dernières années. Eh bien, la BCE se met, elle aussi, ce lundi au quantitative easing, un programme d'achat de dettes souveraines pour la plupart, destiné à enrayer bien sûr la tendance déflationniste et aussi stimuler la croissance. Plus de 1100 milliards d'euros seront ainsi déversés sur les marchés en 18 mois, des marchés qui ont anticipé. L'euro est à son plus bas en 12 ans face au dollar. Johanna Citruc.
Jour J pour la Banque Centrale Européenne. C'est ce lundi 9 mars qu'elle entame son programme de rachat de dettes très attendu. Un assouplissement quantitatif annoncé le 22 janvier dernier et dont les détails ont été révélés en fin de semaine dernière. Nous débuterons, le 9 mars 2015, à acheter des titres du secteur public libellés en euros sur le marché secondaire. Nous continuerons également les achats de titres adossés à des actifs et d'obligations sécurisées que nous avons commencé l'année dernière. Les achats mensuels de titres en euros, à la fois publics et privés, s'élèveront à 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros d'obligations souveraines rachetées aux banques et compagnies d'assurance des différents États de la zone euro. Un traitement de choc renouvelé chaque mois jusqu'en septembre 2016 et prolongé si nécessaire. Objectif, relancer l'activité et éloigner la menace déflationniste. Cet assouplissement supplémentaire et important de notre politique monétaire soutient et renforce l'émergence d'une évolution plus favorable de l'économie de la zone euro. La BCE a effectivement relevé ses prévisions de croissance pour 2015 et 2016. L'institution s'attend désormais à une hausse du PIB de 1,5% cette année et 1,9% l'an prochain. Quant à l'inflation, son grand retour est prévu pour 2016 avec un taux de 1,3%. Un optimisme plus contrasté du côté des économistes, car si l'institution est prête à acheter autant de dettes, encore faudra-t-il trouver des vendeurs. Les obligations souveraines étant perçues comme des valeurs refuges. Autre conséquence, cet assouplissement quantitatif va provoquer une hausse de la quantité d'euros en circulation, ce qui va faire baisser le cours de la monnaie unique face au dollar. Un phénomène anticipé par les investisseurs. Après les annonces de Mario Draghi jeudi dernier, l'euro est passé sous la barre des 1,10 $, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis septembre 2003. La monnaie européenne qui est aussi au cœur de ce programme de la BCE. Et on en parle avec Ben Amoyal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous gérez le fonds Premia Capital. Ben, est-ce que ces rachats d'actifs, c'est un petit peu la dernière arme de la BCE pour enrayer un petit peu cette torpeur finalement économique dans la zone euro ? Oui, parce que comme on l'avait déjà dit, si vous voulez, il n'y a plus d'autres mesures. On a baissé les taux au plus bas, il reste que le quantitative easing, donc racheter de la dette au maximum pour essayer d'enrayer l'inflation. Et justement, est-ce qu'on s'y prend pas un petit peu peut-être à l'envers en luttant contre la déflation, enfin la tendance déflationniste, plutôt que de s'attaquer à la croissance avant tout ? Si vous voulez, en fait, c'est deux sujets que je trouve qu'on a souvent mis de côté et à part, mais c'est des sujets qui sont souvent liés. Quand vous avez un pays où vous n'avez pas du tout d'inflation, où il y a une déflation qui est galopante, et que vous voulez relancer la croissance, il n'y a pas 1000 solutions. Soit vous remettez encore de la liquidité dans le marché et il faut qu'elle atteigne l'économie réelle. Donc le levier monétaire, ouais. Voilà, exactement. Soit, encore une fois, vous baissez le coût et vous relancez la compétitivité. Voilà, il n'y a pas 20 000 solutions. Et d'après vous, un euro affaibli, est-ce que c'est positif du point de vue européen aujourd'hui dans le contexte actuel ? Alors c'est positif, il ne faudra pas que ça descende trop bas parce qu'on va avoir d'autres problèmes après. Alors c'est très positif pour tous les exportateurs parce que je rappelle que tous ceux qui vont exporter dans des pays ou en dollars par exemple, ils vont être beaucoup plus compétitifs. Ouais. Donc ça c'est très positif pour ces gens-là. Vous pensez qu'on arrive bientôt à la parité euro-dollar ? On va y arriver, je pense incessamment. Vous donner une date, ce serait un peu présomptueux de ma part, mais je pense qu'on va y arriver 2-3 mois, maximum 6 mois et même en dessous de la parité. Alors Ben, la question évidemment, elle est une fois de plus au niveau de la pertinence de ce QE. Vous l'avez dit d'ailleurs, les taux d'intérêt bas, ça n'a pas tellement fonctionné. On sait que les exemples États-Unis, Japon, pareil, ça montre que c'est surtout le secteur financier qui en profite. Le temps que ça irrigue l'économie réelle, ça peut prendre du temps quand même. Oui, je pense que ça va prendre beaucoup de temps parce que vous savez, c'est pas on appuie sur un bouton et tout le problème se résolve. Ça prend du temps, la confiance doit revenir. Et quand vous avez, je donne souvent un exemple simple, c'est que quand n'importe quelle entreprise, maintenant on va prendre un exemple simple en France, va vouloir faire un crédit pour son entreprise, même sa petite PME, c'est pas parce que l'euro était bas et que les taux sont hyper bas que la banque va forcément lui prêter. Donc ça va prendre du temps pour l'investissement. Non, pas tout de suite. Alors on regarde aujourd'hui le marché obligataire en zone euro, tous les rendements sont à la baisse, tout sauf bien sûr la dette grecque, que la BCE s'est interdit d'en acheter pour l'instant.
l'instant. Est-ce que ça va vraiment pousser les investisseurs à se détourner des grandes dettes souveraines et à se reporter vers d'autres actifs, les marchés d'actions notamment? Je pense que ça va vraiment être un boost pour les marchés actions. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que si vous regardez ce qu'on fait le CAC 40 par exemple, on est un petit peu à la baisse. Mais je pense que sur le long terme, c'est un signal fort pour dire, écoutez, voilà, il va plus avoir de rendement intéressant sur la dette, allemande en l'occurrence, et les spreads aussi vont se resserrer. Donc, il va falloir aller chercher du rendement. Et où est-ce qu'on va aller chercher ce rendement? Principalement sur les marchés actions qui ont été maltraités, je le rappelle, ces deux dernières années. Une euphorie à prévoir sur les marchés européens, un petit peu comme Wall Street ces derniers temps avec la Fed? Non, je ne pense pas qu'il y aura vraiment une euphorie, sachant qu'on a déjà fait un gros mouvement sur les marchés européens. Si vous regardez les performances, depuis le début de l'année, on est entre plus 10 et plus 14% en fonction des marchés. Donc on a fait déjà en 2-3 mois un gros mouvement. Donc une stabilisation avec bien sûr quelques rattrapages. Il faudra être très opportuniste. Ouais. Ben, au sujet du timing rapidement de ce programme, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces rachats d'actifs et les objectifs officiels de l'Europe, à savoir l'austérité, la rigueur au niveau budgétaire? Non, je pense qu'il faut dissocier deux cas, deux problèmes. Si vous voulez, quand la BCE, entre guillemets, s'endette, même si elle ne s'endette pas forcément, mais va racheter de la dette, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec la politique d'un seul pays qui, lui, doit lutter contre le fléau pour relancer sa croissance ou pour la rigueur. Ouais, donc pas forcément contradictoire. Merci Ben Amoyal pour ces éclairages. Allez, on va se pencher maintenant sur l'économie israélienne. 2,9% de croissance l'an dernier, un taux de chômage au plus bas, moins de 6%, et une dette publique en baisse constante. Bref, de quoi faire des envieux au sein de l'OCDE, mais ces performances ne sont pas l'essentiel pour certains Israéliens. Inégalité, cherté du coût de la vie, les élections de la semaine prochaine se joueront sans doute aussi autour de ces thèmes. Anthony Lesme. 12% des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté selon le gouvernement, un tiers selon l'ONG La Tête. Hausse du coût de la vie, augmentation du prix de logement, stagnation des salaires, les inégalités se creusent en Israël, faisant de l'économie un enjeu majeur des élections du 17 mars prochain. Reste que le conflit palestinien et la question nucléaire iranienne cristallisent les débats, au regret de certains citoyens. Nous sommes dans un moment spécial. Il y a une campagne électorale en cours qui s'articule autour des questions géopolitiques imaginaires, comme celle de l'activité nucléaire en Iran, alors qu'ici en Israël, on ne fait aucune référence aux besoins simples des citoyens. Les gens refusent d'accepter ça. 40 000 personnes ont manifesté samedi à Tel Aviv, mécontents de la politique de Binyamin Netanyahou. Ils appellent à un changement de gouvernement. Nous croyons que nous devons changer de point de vue, qu'il s'agisse des questions de défense, de politique, sociale, ainsi que celles liées aux perspectives économiques. Si la politique de celui qu'on surnomme Bibi ne fait pas l'unanimité, Standard & Poor's a réaffirmé la note A+ de l'État hébreu et les rachats de start-up israéliennes ont doublé en 2 ans, atteignant les 15 milliards de dollars. Côté monnaie, l'inflation est relativement faible et les chiffres officiels du chômage atteignent seulement 5,9% de la population active. Quant à la dette publique, elle est passée de 92% du PIB en 2004 à 68% en 2014. Des chiffres macroéconomiques au beau fixe. Reste qu'Israël offre un paradoxe de poids. L'économie ultralibérale se double d'un système de monopole très présent, notamment dans l'agroalimentaire. Les prix des produits sont très chers et pèsent sur le portefeuille des Israéliens. Des habitudes que souhaite rompre le candidat Moshe Carlon, invité d'i24 News. Un monopole, c'est un monopole. Et on peut créer la concurrence. Ce que nous avons fait sur le marché du téléphone cellulaire, c'est que nous avons ouvert le marché à la concurrence. Et on peut faire la même chose dans l'alimentation. On peut créer, baisser les douanes, permettre l'importation. On peut ouvrir les marchés. Et donc la concurrence est la meilleure alliée des consommateurs. Yair Lapid, le précédent ministre des Finances, avait remporté de nombreux sièges en 2013, grâce en particulier à son programme contre la vie chère. Des promesses peu suivies d'effets. Aujourd'hui, de nombreux autres candidats reprennent ces mêmes thèmes. L'avenir dira si progrès économique sera synonyme de progrès social. Voilà en tout cas des chantiers complexes pour le futur gouvernement. On passe au Media Watch. Et à la une de la presse éco, on l'évoquait tout à l'heure, l'intégration d'Apple au sein du Dow Jones à New York. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors c'est prévu pour dans 10 jours, très exactement. Oui, effectivement, on parlait donc tout à l'heure de Peugeot qui va remplacer donc Gemalto dans le CAC 40. Et bien là, c'est Apple qui va remplacer l'opérateur télécom AT&T dans le Dow Jones, donc l'indice boursier le plus important des États-Unis. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi cette intégration intervient-elle si tard? D'autant plus qu'Apple, c'est la première capitalisation boursière depuis
depuis un petit moment. Aujourd'hui, elle est estimée à plus de 740 milliards de dollars. En fait, il y a deux raisons majeures. Premièrement, sur le Dow Jones, les changements sont assez rares. Et deuxièmement, l'action Apple coûtait trop cher, plus de 700 $ en septembre 2012. Il fallait donc attendre que le prix redescende pour qu'il soit plus proche des autres titres et que le Dow Jones soit plus homogène. Voilà, rendez-vous le 19 mars pour Apple. On parle, Johanna, des comparateurs de prix sur Internet. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils peuvent pénaliser les consommateurs au final. Oui, à l'origine, ces comparateurs de prix, ils servent à dénicher les produits les moins chers sur Internet. Par ailleurs, ils permettent aussi d'instaurer une certaine concurrence entre les compagnies et donc de faire baisser les prix. Le problème, c'est que pour survivre, ces comparateurs font payer les entreprises, des entreprises qui ensuite, donc pour assurer ces nouveaux coûts sans perdre d'argent, augmentent leurs prix. On a donc deux forces qui s'opposent. La première, une force qui fait baisser les prix, la deuxième qui les fait augmenter. Au final, c'est le consommateur qui paye. C'est bon à savoir. Merci Johanna, à très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur l'Irak et l'info continue. Restez avec nous.